il y a chez Hassan II une sorte de dégustation esthétique de la souffrance des autres qui fait horreur. De Gaulle disait de lui, il est inutilement cruel. Ce qui est intéressant, hein, c'est un mot de chef d'État. El Vietnam de deux formes différentes. Podemos ayudar a Vietnam por medio de dos formas diferentes. La tête de Ben Barka, il m'a dit, elle est là-bas. Hassan II, avant d'être Hassan II, avant d'être roi, était déjà Moulay Hassan, comme on l'appelait à l'époque, prince, aimait beaucoup le côté obscur des situations et notamment il aimait il fréquentait beaucoup le milieu parisien interlope, hein, des gens comme Bouchèche, le Nid du Bail, ces caïds de la pègre, il les connaissait, il les avait même fréquentés à plusieurs reprises, partageant dîner et grandes fêtes, entre guillemets. Donc, mais aussi, il s'intéressait énormément à tout ce qui est service secret, les affaires secrètes du régime de son père, qui était au tout début de son pouvoir. Notamment, on peut raconter cet épisode de l'histoire franco-algérienne, à savoir, c'est lui qui met au point la délation pour les services secrets français du fameux avion qui contient tous ces membres du FLN qui se feront arrêter en plein vol au-dessus de l'Algérie, voilà, en rejoignant Tunis. C'est lui qui est au départ de cette affaire. Voilà. Et Hassan II, après, dès le début de son régime, c'est une dictature féroce. Hein, c'est enlèvement, assassinat, torture qu'il adore lui-même pratiquer. Hein, il a été vu à plusieurs reprises menant des interrogatoires et à l'occasion donnant le coup de main. C'est un homme extrêmement cruel. D'ailleurs, dans le documentaire, Gilles Perrault le dit, rapporte les propos de Gaulle à son encontre, inutilement cruel. C'est un assassin, Hassan II, ni plus ni moins. Il n'y a pas à chercher à midi à 14h, j'allais dire, sur le bonhomme. Il a sa place aux côtés, à toute proportion gardée par rapport à son pays, il a sa place aux côtés de Staline, de Mao, de Pinochet, et j'en passe, et des meilleurs, de tous les grands criminels du XXe siècle. Il aura sa statue aussi grande que eux, largement. Hassan II était le principal commanditaire de l'affaire, parce que c'était lui le principal bénéficiaire de la disparition de Ben Barka. Mehdi Ben Barka représentait la véritable alternative à son pouvoir. Quel a été le scénario dans la villa de Fontenay-le-Vicomte, les dernières heures finalement de Mehdi Ben Barka? Vous optez pour quel scénario? Moi, j'opte pour aucun scénario particulier. Je dis nous parce que je suis, moi, le dossier d'instruction. Ce qui est rapporté dans le dossier d'instruction est simple. Il n'y a pas de complications particulières. Mehdi Ben Barka est piégé par un faux film, une organisation d'un faux film qui s'appelle Basta. Il est piégé, on sait, Bernier, Figon et tout ça. Mais ça, celui qui met au point le scénario de l'enlèvement, c'est Stouki qui va au contact de ces personnes. C'est lui qui recrute sur place à Paris et qui met au point le système. Voilà. Et ce système a été adoubé dès le début par Oufkir, Dlimi et Hassan II, évidemment. Et l'idée, c'était donc de l'amener gentiment, sans qu'il s'en méfie, à Fontenay-le-Vicomte, pour que les services marocains, à un moment donné, le recueillent et l'emmènent vivant au Maroc. Et c'est dans cette villa que ça s'est mal passé. Georges Bouchèche n'étant pas un tendre, puisque c'était quand même un ancien de la Gestapo française, hein, un tueur, un homme très dur, qui avait d'ailleurs l'habitude, pour être sûr d'avoir tué la bonne personne pendant cette période de la Deuxième Guerre mondiale, de ramener la tête de ses suppliciés à ses commanditaires, à savoir Bonny et Lafont. Il leur montrait les têtes pour être sûr que c'était la bonne personne qu'il avait tuée. À un moment donné, Mehdi Ben Barka
il avait des rendez-vous hein, dans ce jour-là. Une fois qu'il a été amené à Fontenay-le-Vicomte, il a vu le temps passer, il a dit « moi j'ai d'autres rendez-vous, il faut que je m'en aille. C'est plus possible, les personnalités n'arrivent pas. » Voilà. C'est vrai qu'elles n'arrivaient pas, puisqu'elles n'étaient pas sur le territoire français à ce moment-là. Il était hors de question que les services secrets marocains qui surveillaient tout ça, de loin, se montrent à Mehdi Ben Barka, parce que là, tout de suite, il aurait compris dans quel traquenard il était tombé. Et donc, comme c'était quelqu'un d'impatient tout le temps, Mehdi Ben Barka, qui bougeait sans arrêt, il a décidé de partir. À ce moment-là, Bouchèche l'a accroché, cravaté, il y a eu une rixe. D'après le dernier témoignage sur procès-verbal, hein, encore, Georges Bouchèche l'a secoué tellement fort, étranglé, que ses vertèbres cervicales ont cédé et il est mort. Et ça a été l'accident. Et c'était pas prévu du tout. C'est même ce qui a généré la fameuse affaire Ben Barka aujourd'hui. Voilà. Dans le cadre de votre enquête, donc, qui a duré plus de 24 ans, il y a eu un élément qui est venu tout remettre en question, c'est le témoignage d'Ali Bourekat. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Ali Bourekat, Midat et Bayazid, hein, également, plus d'autres après. Mais eux, ils sont intéressants parce que c'est la seule trace vivante qu'on ait d'une détention avec les fameux truands de l'affaire Ben Barka, à savoir Georges Bouchèche, Leni, Dubaï et Palis. C'est des hommes, ces quatre-là, dont on sait pertinemment qu'ils ont participé à l'enlèvement, qui disparaissent dans ce fameux week-end de la Toussaint, et on n'en a plus de traces. Alors il y a eu des rumeurs, comme quoi on les aurait vus à l'ambassade de France, fêtant le 14 juillet à Rabat. On les aurait vus à Rabat facilement aussi, tenanciers de certains bordels, entre guillemets, ou de maisons closes, et de casinos aussi, il y avait. Donc, mais c'était des témoignages périphériques, c'était des on-dit, il n'y avait pas. C'était que des rumeurs, somme toute, mais personne n'est venu dans le bureau du juge témoigner, dire voilà, monsieur Bouchèche, je l'ai vu à tel endroit, à telle heure, à tel moment, à telle adresse. Non, ça s'est pas fait. Par contre, à la libération des frères Bourekat en 1992, tout de suite, ils me racontent leurs premiers mois de détention, notamment au PF3, où là, ils me disent carrément qu'ils ont été des co-détenus avec 3 des truands de l'affaire Mehdi Ben Barka. Et là, on a la première trace physique de ces personnes. Ensuite, Ali rajoutant que Dubaï lui aurait raconté la triste fin de Mehdi Ben Barka, comment ça s'est passé. Alors, selon le témoignage d'Ali, Dubaï ne parle pas de cette rixe, ne charge pas Bouchèche. À l'époque, il charge encore Oufkir. Mais ça, c'est aussi, il faut mettre ça dans le contexte que Ali en veut aussi à Oufkir, donc c'est toujours la même problématique. Je ne suis pas convaincu que Dubaï est allé si loin dans les détails, mais en tout cas, l'histoire de la tête a été recoupée. C'est à peu près le seul élément qu'on a pu recouper par d'autres témoignages directs sur cette affaire de tête. La tête de Ben Barka, il m'a dit elle est là-bas. Donc la théorie de la tête a été recoupée, et selon vous, là je m'adresse à Joseph Tual, qu'est-il advenu du corps de Mehdi Ben Barka? Alors, si on part du principe que la tête de l'enquête judiciaire actuellement, au point où elle en est, la tête est à un pourcentage assez élevé enterrée au PF3. Le corps est en France, le reste du corps est en France. Voilà, je ne peux pas trop en dire sur ce lieu, puisqu'il fait l'objet actuellement de recherches judiciaires. Alors c'est un lieu qui a beaucoup évolué avec le temps, mais quand on découvrira la vérité, quand je pourrai rendre public cet endroit, on comprendra mieux le mystère. Pourquoi ça a perduré autant de temps? Puisque souvent les corps, on les retrouve toujours à un moment ou à un autre. Là, c'est plus compliqué parce qu'il y a un problème géologique. Voilà. Il reste quelques points d'ombre de la période Hassan II. Des associations marocaines de défense des droits de l'homme estiment en effet à 600 le nombre de disparitions politiques encore non élucidées. Reportage, Joseph Tual, Alain Chabot. Une rue tranquille dans un quartier huppé de la capitale marocaine. La résidence de l'ancien ministre de l'Intérieur, Driss Basri, se trouve à quelques dizaines de mètres seulement. Nous filmons discrètement. Le sujet est sensible. En ce début juillet, les maçons sont au travail. En quelques jours, ils ont surélevé ce mur qu'ils enduisent maintenant de crépi.
Un mur qui masque une ancienne prison politique, le PF3, de sinistre réputation. Mais notre caméra a attiré l'attention. Une voiture de policiers en civil nous rattrape aussitôt. Ses occupants nous prennent plusieurs fois en photo. Je sais tout de suite je me rends compte que j'ai le bon endroit, d'abord. Je sais que ce seront les seules images, parce que je ne pourrais pas y revenir une deuxième fois, ça c'est clair. En tout cas, à l'intérieur. Je sais que je filme, au-delà de ces murs, je filme un cimetière. Et que je sais déjà tout ça. On m'en a parlé avec les frères Boureka et d'autres personnes que je ne peux pas citer m'ont raconté les enterrements, les exécutions, et tout ce qui s'est passé dans ce PF en présence du roi, Hassan II, souvent. C'est un lieu d'histoire pour tout le peuple marocain important. Il me semble que pour tourner cette page, il faut vraiment faire toute la lumière sur ce lieu et ce lieu doit être conservé à tout prix. Tous les grands criminels, quand ils ne sont pas pris sur des décennies, comme c'est le cas d'Hassan II, cloisonnent pour survivre. C'est comme un sous-marin, il faut mettre des cloisons. Donc, au fil du temps, les personnes qui ont géré le PF3 ne connaissaient pas forcément l'histoire du PF3 avant leur arrivée, et ainsi de suite. On se retrouve avec des centaines de cadavres, mais les gardiens... Il y a eu la famille Boutoulout, plusieurs des gardiens qui sont restés longtemps, et qui connaissent l'histoire jusqu'au bout de ce lieu, mais la vie de Hassan II a été quand même jalonnée aussi de problèmes, entre guillemets. Il y a eu la Oufkir d'abord, ensuite Dlimi. Il s'est passé des choses. Il y a eu des trahisons, des révolutions de palais. Et donc, le PF3 a toujours été le lieu où ses opposants, entre guillemets, internes, pas des opposants politiques proprement dit, des gens qui ont commis un impair, qui ont commis une indélicatesse ou un crime de lèse-majesté tout simple, se retrouvent là, souvent détenus, des gardes à vue sans fin, voilà. Mais les policiers qui les amènent là et c'est fini, c'est un autre service qui les prend en charge. Et ainsi de suite. Donc les personnes qui peuvent raconter la globalité de ce lieu, elles sont très peu, voire même elles ont disparu pour la plupart. C'est toute la difficulté du travail d'histoire qu'il y a à faire et qui était encore à faire sur ce lieu. Mais pourquoi ne pas avoir détruit le lieu tout simplement et bâtir dessus ? Parce que Hassan II, s'il faisait ça, il avait ordonné ça de son vivant, on aurait ressorti des tas de cadavres. Et ce n'est pas quelques policiers qui auraient fait le travail, c'est des ouvriers qui auraient été embauchés à ça. Et je pense que tous ces ouvriers ont été horrifiés de découvrir tous ces cadavres. Et forcément, à un moment ou à un autre, ils auraient parlé, évidemment. Et je crois savoir que dans la religion musulmane, déterrer des cadavres, ce n'est pas très conseillé, quoi. Et ça ne se fait pas, en tout cas. Et je pense que Hassan II a résolu le problème du secret de ce lieu en donnant les terres tout autour aux ministres, aux ambassadeurs et aux princes et aux princesses, faisant d'eux des gardiens du temple à leur insu, du gardien de la boîte de Pandore, quelque part, puisque quoi qu'il arrive, ce lieu est resté tel que, la preuve, encore aujourd'hui, il y a des tas de belles villas tout autour, et comme par hasard, ce lieu, ce terrain reste inoccupé et non bâti. Donc, si je comprends bien, pour vous, le PF3 a encore beaucoup de choses à révéler. Bien sûr. Bien sûr. Mais le problème, c'est que la monarchie marocaine actuelle refuse ces révélations. Devient par le fait un complice des meurtres et des crimes qui ont été commis, puisqu'elle empêche la vérité d'être connue. احنا شباب مغربي كنبغيو هذا البلاد كنجدوا التغيير والكرامه وحنا كشباب 20 فبراير مصرين نخرجوا وغادي نخرجوا اسمع صوت الشعب اسمع ولاد الشعب اسمع بنات الشعب
quelques décennies de distance, c'est le même. Sauf que le mouvement du 20 février, c'est un mouvement populaire de la jeunesse marocaine, qui veut vivre, somme toute, comme tous les jeunes à travers le monde, libre et dans un état de droit et une démocratie. Ce qui n'est pas le cas à cause de la monarchie actuelle, qui est de droit divin, il ne faut pas l'oublier. Mehdi Ben Barka avait la même problématique. C'est pour ça qu'il était un opposant résolu et absolu au monarque Hassan II. À quelques décennies près, les différences du contexte de l'époque de Mehdi Ben Barka et du contexte actuel, Mehdi Ben Barka partait pour fonder une véritable démocratie au Maroc. C'était en tout cas son espoir et son vœu le plus cher, d'après ce que j'ai dans tous ses écrits, il faut les reprendre. C'était ça, son combat. Et je pense que les jeunes du 20 février, c'est la même chose. C'est la démocratie, la dignité, l'état de droit, la justice. Tout ce qui est encore à conquérir pour le peuple marocain. Que s'est-il passé les jours qui ont suivi la diffusion sur France 3 Télévision de votre documentaire? Comment le cabinet royal a-t-il réagi? Il y a eu une réunion des sécuritaires, d'après des informations qu'on a eues. En gros, ils ont expliqué au roi, d'après ce que je sais, qu'il fallait les soutenir, qu'il fallait empêcher, ils voulaient se garantir encore une fois de plus de l'impunité dont ils ont vécu jusqu'alors et réaffirmer au roi qu'il fallait empêcher, toujours garder le secret. Dans cette déclaration, le cabinet royal stipule que Mehdi Ben Barka était un supporter ou un allié. De Mohamed V, oui, potentiellement. Mais parce que Mohamed V et lui, et les partis politiques de l'époque, avaient décidé que ce serait une monarchie constitutionnelle, comme ici à Bruxelles, comme à Londres, comme en Angleterre, une monarchie constitutionnelle. Voilà, Mohamed V était prêt avait fait cette concession qui allait intervenir dans les jours dans les mois qui allait se passer là, mais c'est sa mort qui a interrompu ce processus de démocratie, la mort de Mohamed V. Quelle est votre théorie sur sa mort? Malheureusement, le seul qui avait un véritable mobile pour le tuer et le faire assassiner, c'est Hassan II, Moulay Hassan, toujours le même. Docteur Clairet, qui était le médecin personnel de Mohamed V et après d'Hassan II, n'est pas ambigu sur cette situation. Pour lui, c'est Hassan II qui s'est arrangé pour que Mohamed V meure sur la table d'opération. Alors de quelle manière? D'après certains témoignages, le sien notamment, il lui aurait apporté un thé et des pâtisseries juste après l'anesthésie, les débuts de la préparation anesthésique. Donc ce qui a engendré effectivement une complication derrière. Que pouvez-vous nous dire, Joseph Tual, sur la nature du régime marocain? Nous avons affaire à quel type de régime au Maroc? Une dictature. Une dictature, tout ce qu'il y a de plus basique et simple, qui est prête à tout pour conserver son pouvoir, y compris à tuer, enlever, assassiner, torturer, et comme toutes les dictatures d'ailleurs. Elle n'est pas en cela différente des autres, sauf qu'effectivement, dans le monde actuel, elle sait communiquer, elle travaille des groupes de pression, des lobbies, et ainsi de suite. Et surtout, elle a une police très très organisée vis-à-vis des étrangers qui viennent, notamment des notabilités étrangères qui viennent au Maroc, pour les piéger, les photographier et faire du chantage par la suite pour bien les tenir. Voilà comment ça marche. Le système marocain, de la police marocaine, parce que je veux vraiment dissocier le peuple marocain de la monarchie marocaine. Ça n'a rien à voir. Le peuple marocain est une victime de ces gens-là, et il faut le prendre comme tel. Et en plus, otage. Ils ont poussé, Hassan II avait poussé la théorie de l'otage très loin, jusqu'à notamment dans les années 80, fin 90, vous aviez encore toutes les familles qui partaient à l'étranger pour travailler, XY, il y avait toujours un membre de leur famille qui, lui, n'avait pas pu partir à l'étranger et pas de passeport. Voilà. Donc c'était l'otage, pour que ces familles ou ces personnes se comportent bien vis-à-vis du régime, même à l'étranger. C'est ça le chantage. Et à chaque fois, par exemple, qu'il y a une tension entre la France et le Maroc, pour X ou Y raison, il
il y a toujours un diplomate qui rappelle au ministre des Affaires étrangères français ou au président de la République française que quand même, il y a une grosse communauté française au Maroc. Ce serait quand même dommage qu'il leur arrive des problèmes. Et cela a perduré. Et ça perdure. Et ça perdure. Mais aussi, alors, pour tenir un peu les gens, ils savent inviter, ils savent être généreux avec les sommités du monde international, ils savent recevoir, et voilà, c'est open bar, quoi, on peut dire, là-bas. Déjà, moi, j'ai eu beaucoup de mal à bien prononcer le mot Marcel, mais petite bourgeoisie consentante qui s'arrange, le petit arrangement entre amis, petite personne, la cour, quoi. La cour corrompue, mais comme toutes les cours. Vous savez, la cour de Louis XIV ne devait pas être bien différente, hein, ou Louis XI, ça devait être à peu près pareil, le même genre d'individu. Voilà, je veux dire, quand vous regardez les images régulières de Mohamed VI ou d'Hassan II avant à la télévision, que vous les voyez arriver quasiment à genoux en se courbant comme c'est pas permis, il y a un problème. Pour moi, c'est au-delà c'est quasiment de l'esclavage, pour moi. Vous avez la vraie relation entre le maître et le soumis. Croyez-vous la bonne foi de Mohamed VI depuis le discours du 9 mars 2011 ? Faudrait-il encore que ce soit lui qui l'ait écrit, ce discours? Moi j'y crois pas du tout, pas une seconde. Pas une seconde, évidemment. Il n'est pas crédible une seconde, ce monsieur. Son discours n'a pas d'intérêt particulier, puisque c'est du blabla, et rien de concret ne se fait en réel. Voilà, en pire, ils ont monté les islamistes, c'est eux. C'est la monarchie marocaine qui a fabriqué les islamistes, et par voie de conséquence, le terrorisme, qui s'attaquent au monde entier, mais ça leur permet de trouver une légitimité à leur régime. Vous voyez, une sorte de légitimité dans l'instabilité ? Bien sûr. C'est la même technique qu'avait perduré en Tunisie Ben Ali. Ben Ali disait, mais si c'est pas moi, ce sera les barbus. Ils disent la même chose. Sauf qu'ils ont été plus précoces que Ben Ali. Hassan II avait carrément monté les Chabiba notamment, et ainsi de suite. Et les islamos, c'est lui qui les a créés au Maroc. Dans le dossier, dans mon enquête, dans l'enquête Mes pérégrinations sur l'affaire Belbarka, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Rachid Skirej. Rachid Skirej était le numéro 2 du CAB 1, les services secrets des années 60, à l'époque d'Hassan II. Rachid Skirej était un militant proche de Mehdi Belbarka également, en dehors d'être un commissaire de police. Et Mehdi Belbarka lui avait dit au début de ce régime, du régime de Mohamed V à l'époque, d'intégrer la police pour savoir avoir une vue sur cette police qui allait se créer, une police indépendante de ce nouveau pays. Et Rachid Skirej est devenu le numéro 2 du CAB 1 de 1960 à 1962, puisque après il a été obligé de fuir le pays, vu que c'était Hassan II qui arrivait au pouvoir et qu'il ne transigeait pas sur son pouvoir. Et Rachid Skirej raconte que dès les années 70, après les 2 coups d'État, Hassan II commençait vraiment à s'inquiéter sur son pouvoir et a décidé de recruter, de faire monter les mouvements islamistes et surtout de les former avec l'aide des gendarmeries qui, dans les casernes de gendarmerie, ils ont carrément fait des petites écoles coraniques où là, ils les ont non seulement formés à l'islam radical, mais également aux armes, au maniement direct des outils de l'assassinat, quoi. Dans les années fin 70, début 80. Et ces gens, islamistes, ont formé après ce qu'on appelle la Chabiba. Ça, vous connaissez, la Chabiba, c'est un mouvement islamiste, rigoriste, marocain. D'ailleurs, après, dans les années 90, il y a eu scission dans ce mouvement, et une partie de ce mouvement est devenue le PJD, dont un des militants, Bakiran, est devenu Premier ministre à l'heure actuelle. Mais
Et donc ces gens ont assassiné Benjeloul notamment, ils ont tué des opposants. C'est comme ça que Hassan II a maintenu son pouvoir, c'est en faisant assassiner toute l'alternative politique démocratique à son régime, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus d'opposition. Ou c'est le régime, la monarchie absolue, ou effectivement c'est les islamistes les plus durs. Mais voilà, donc c'est ça la problématique aujourd'hui. Alors effectivement au Maroc il y a quand même tout un tissu associatif intéressant qui se substitue quelque part au pouvoir politique, puisque, enfin, l'alternative d'opposition, mais pas constituée comme des partis politiques le devraient être. Après, dans les années 80, quand effectivement tous ces islamistes les plus radicaux sont allés combattre dans les montagnes afghanes, auprès des moudjahs afghans, on les retrouve. Moi, j'en ai croisé là-bas pendant. J'ai travaillé, enfin, j'ai couvert le conflit afghan. J'en ai croisé des militants qui avaient été formés, qui racontaient eux-mêmes comment ça s'est passé au Maroc. Alors après, maintenant, je sais qu'on en retrouve. Il y en a certains qui sont partis pour Daesh, et qui ont travaillé avec Al-Qaïda, qui sont multipliés. On en retrouve dans AQMI aussi. Et voilà, il n'y avait pas de conflit avec le Sahara particulier. De 61 à 70, Hassan II ne s'intéresse pas au Sahara, il s'en fout. Il s'y intéresse à partir du moment où il subit 2 coups d'État, coup sur coup, et là il se dit il faut occuper l'armée. Donc on va lui créer une petite guerre, et puis elle sera occupée à faire la guerre, ce qui est quand même la fonction première d'une armée, et voilà, c'est de la com. Et c'est sur la base de ce conflit que la monarchie tire une grande partie de sa légitimité. Bien sûr, entre autres. Cette légitimité, elle était plus ou moins, déjà réelle, mais elle était surtout contestée par 2 coups d'État qu'on failli réussir. Donc il a eu très peur, Hassan II. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette marche verte. Mais c'est de la com, la marche verte. Voilà, après, en plus, ça a occupé l'armée jusqu'à nos jours. Moi, je ne suis pas un politologue, ni un historien, ni un politique. Je ne lis pas dans le mar du café. Mais quoi qu'il arrive, pour le peuple marocain, il y a une étape qu'il faudra qu'il se débarrasse de cette monarchie, ou du moins que cette monarchie plie et devienne constitutionnelle de façon à pouvoir réellement instaurer une démocratie. Tant que cette étape-là ne sera pas passée, les secrets, la torture, les enlèvements, les affaires stupides et inutiles, et puis toute cette gabegie financière également pour le peuple marocain perdurera. Voilà. Malheureusement, depuis Hassan II, il a mis ça au point, la corruption, le côté mafia et criminel de ce pouvoir perdure. Voilà. Et tant que cette monarchie sera constituée de cette façon, ça ne marchera pas. Je pense que, en termes de communication, si on peut appeler ça comme ça, Mohamed VI est encore à peu près blanc, on va dire, en termes de... Il n'est pas considéré par la communauté étrangère comme un criminel, comme l'était son père. Donc, il peut encore changer le cours des choses. Mais le peut-il, vu qu'ils ont fabriqué un ogre, cet ogre, c'est les services secrets marocains, qui sont quand même des montés, qui ont leur mission première, c'est quand même de s'en prendre au peuple, c'est-à-dire de surveiller le peuple, et uniquement le peuple marocain. Les services secrets marocains n'ont qu'une seule mission, c'est de préserver la monarchie. C'est tout, et c'est pas la préserver vis-à-vis de l'étranger. Ils ne travaillent pas sur l'étranger, les services secrets marocains. Ils travaillent sur les Marocains. Et alors, les Marocains qui sont au Maroc, évidemment, mais ceux aussi qui sont à l'étranger. C'est ça le système. Et donc, c'est devenu un ogre qui fait peut-être peur aussi à son propre géniteur, entre guillemets, à la monarchie et à Mohamed VI actuellement. Il est peut-être lui-même le propre otage de ces services. Comment Joseph Tuval s'est-il autant intéressé et au Maroc et à l'affaire Bembarka? Il n'y a pas de raison particulière. J'ai aucun lien privé ou autre avec le Maroc. Je suis breton.
Simplement, je suis français, républicain, du coup, et on a enlevé quelqu'un d'importance sur un trottoir de mon pays, et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Surtout une personnalité de ce calibre. Hein. Pour moi, Mehdi Belbarka, quand vous relisez ses écrits, ses discours, c'est Jean Jaurès. C'est du niveau de Jean Jaurès. Donc c'est une perte pour l'humanité, pour le Maroc, incommensurable. Donc il est important de faire la lumière sur cette affaire. Et j'y peux rien, c'est très compliqué, c'est très long, c'est très dur, parce que la monarchie en face ne veut pas qu'on découvre la vérité. Et il trouve une complicité bienveillante dans tous les pouvoirs français qui se sont succédés. Travailler sur cette affaire, c'est malheureusement au long cours, et c'est pour ça que j'en suis à 25 ans maintenant, mais bon, c'est pas fini. Il n'y a pas de raison particulière. J'allais dire, c'est l'occasion qui fait le larron, entre guillemets, mais c'est un peu ça. Moi, j'aime pas laisser les affaires non résolues. Je travaille jusqu'au bout, j'essaye de fermer le dossier. Une bonne fois pour toutes, mais avec la vérité.